L'altiplano est un plateau de plusieurs centaines de kilomètres, perché à plus de 3500 mètres d'altitude. Cette terre est un peu plus proche du soleil que les autres. Et quand ses rayons frappent la route, une chaleur étouffante remplace le froid du matin. Pourtant, les scènes de vie se succèdent, comme si de rien n'était. Nous sommes des étudiants. Moi, par exemple, je suis à l'université. Mais ici, la vie est difficile à cause de l'environnement et de la météo. Et pour faire des études supérieures, il faut de l'argent. Comme la plupart des familles sont des agriculteurs et des bergers, c'est pas évident. Avant de venir ici, on a travaillé au champ pour préparer les pommes de terre. On ne se repose pas toute la journée. Tout à l'heure, on va retourner au champ pour voir les troupeaux et ramener les moutons. Ou d'autres choses encore. Ça dépend des familles. On cuisine même des fois. Mais maintenant, c'est la pause. On va jouer un peu au football. Il n'y a rien à visiter sur l'altiplano, mais c'est ici que j'ai envie de m'arrêter pour regarder passer les orages. Moi, mon travail, c'est d'élever les moutons et les vaches. Moi, je vis de ce que me donne mon troupeau et c'est tout. Je n'ai aucune aide de la part de l'État. J'essaie de planter des arbres dans les montagnes pour la reforestation. Je fais ça dans la montagne où j'habite. Je voudrais que tous mes voisins partagent cette responsabilité et qu'ils commencent eux aussi à améliorer leur environnement. Là-bas, dans mon village, j'ai mon petit jardin où je cultive des plantes médicinales et même des fleurs. Maintenant, il y a des oiseaux qui viennent pour vivre au milieu des arbres. C'est pour ça qu'il faut améliorer notre environnement. Les paysans doivent essayer d'améliorer leur quotidien et ne pas rester là à rien faire. Ici, les gens se contentent de survivre. Ils n'essaient pas d'aller plus loin et de se prendre en charge par eux-mêmes. Je crois que les paysans devraient pouvoir faire plus pour vivre mieux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres bergers comme cet homme sur l'altiplano. Le long de la route, il y a peu de villages et les cimetières sont clairsemés. Manifestement, les hommes que le destin fait naître ici n'ont pas envie d'y mourir. La plupart tentent leur chance à Juliaca et Puno, les deux grandes villes qui sont au bout de la route. C'est à Puno que je découvre le lac Titicaca, l'ultime étape de mon voyage. Puno est au fond d'une baie et je n'arrive pas à prendre la mesure du lac. Sur le port, il y a bien quelques bateaux qui partent vers le large, mais le spectacle est ailleurs.
Des touristes, il y en a quelques-uns. Mais la plupart sont des Péruviens, des gens qui viennent des autres provinces et qui arrivent ici. Par exemple, les étudiants qui sont en excursion, ils s'arrêtent toujours ici. Pour partir sur le lac, je préfère reprendre encore un peu la route et mettre le cap sur la presqu'île de Yatchon. C'est là que je rencontre vraiment le lac Titicaca et ceux qui peuplent ses rives. Ici comme ailleurs, l'eau change la vie des hommes et des bêtes. Les costumes deviennent chatoyants, les femmes arborent des chapeaux extravagants et la proximité des eaux redonne des couleurs à l'altiplano péruvien. Cette plante, c'est la totora. On la prend dans le lac et on s'en sert pour les vaches et aussi pour faire des petites maisons. On va la chercher en bateau avec des petites barques. Quand on la ramasse, elle est toute verte. Une fois ramassée, il faut donc la faire sécher pour pouvoir s'en servir sur les maisons. Le lendemain matin, au lever du soleil, je pars sur le lac. On va relever les filets. Il faut les relever pour voir s'il y a du poisson. C'est des petits poissons. Ils sont jamais bien grands. Il y a beaucoup de légendes. Enfin, plutôt des croyances ou des habitudes, comme le paiement au lac. C'est des offrandes qu'on fait au lac pour être bien avec lui, pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Il faut le faire pour qu'on n'ait pas de problème quand on est sur le lac. On fait les paiements avec ce que nous avons à donner. Des petites choses, des feuilles de coca, pas forcément beaucoup de choses. Ici, comme ailleurs au Pérou, les hommes oublient rarement d'honorer les anciennes divinités andines. La Pachamama, qui signifie la terre-mère en quechua, et les Apus, les montagnes protectrices. Une légende dit qu'il y a très longtemps, les hommes manquèrent de respect aux Apus. Inti, le dieu soleil, se mit alors à pleurer pendant 40 jours et donna naissance au lac, obligeant ainsi les hommes à y naviguer. Jusque-là, tout va bien. Tout est calme, mais souvent les autres jours il y a plus de vagues et c'est plus agité. Mais aujourd'hui c'est tranquille. À la saison des pluies, le vent est trop fort. Le ciel se couvre et il y a des journées où le vent est tellement fort qu'on ne peut même pas sortir sur le lac. Je mets le cap sur l'île de Taquilé, qui semble avoir été épargnée par les larmes du dieu soleil. Entre les Apus et les hommes, il y a toujours un intercesseur, souvent un des membres de la communauté qui a été frappé par la foudre. À Taquilé, c'est cet homme qui parle aux montagnes. Régulièrement, toute la communauté se réunit pour faire en sorte que ce soit une bonne année pour l'agriculture et pour demander qu'il y ait beaucoup de pluie.
Cette cérémonie a lieu tout en haut de l'île, sur la montagne la plus haute, qui est un apu. C'est là-bas que tout le monde se retrouve pour la cérémonie. Ceux qui veulent venir des autres îles peuvent venir pour prier avec nous. Il faut le faire pour la terre, pour que le malheur ne frappe pas les récoltes, pour que l'île n'ait pas à subir les maladies, les invasions d'insectes ou les orages de grêle qui détruisent tout sur leur passage. C'est nécessaire pour que la pénurie ne frappe pas l'île pendant l'année. C'est le paiement à la terre. Avant, tout le monde faisait des offrandes et des prières pour la terre, et aussi pour le lac, pour que nous ayons des poissons, et que tout se passe bien avec le lac.